à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir. Bonsoir le public, incroyable. Merci à toutes et à tous d'être là, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette émission Backseat, votre talk show d'actualité politique sur Twitch comme chaque semaine. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous regardent en direct. Bonsoir le chat, vous êtes avec nous pendant toute l'émission comme d'habitude. Vous avez l'air hyper nombreux et nombreux, ça fait super plaisir. Bonsoir à celles et à ceux qui nous regardent aussi sur YouTube. Abonnez-vous, mettez la cloche, vous connaissez. Et bonsoir à celles et à ceux qui nous écoutent en podcast. Bonsoir, j'espère que vous aimez ce podcast. Chers amis, ce soir, comme chaque jeudi, nous allons parler politique dans cette émission Backseat. Et avant ça, on a un petit before pour commencer l'émission dans les meilleures conditions. On a donc le before, la première demi-heure de l'émission qu'on passe avec des partenaires, avec des personnes qui participent au financement de l'émission, ou alors avec des personnes qu'on avait envie de vous présenter, des personnes avec qui on avait envie d'échanger sur un truc d'actualité particulier, un truc qui peut vous concerner directement. Et c'est exactement ce qu'on va faire ce soir, puisque ce soir, nous allons parler du sujet hautement intéressant et hautement politique de la situation des livreurs et livreuses, vous savez, à vélo, et le phénomène des applications, commande à bouffer, tout ça. Et ce soir, on va en parler. Je suis avec deux très belles personnes. En plateau, je suis avec Fabien Tosolini. Salut. Bonsoir. Ça va, Fabien ? Très bien, super. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Fabien, toi, tu es président de l'Union des livreurs à vélo, qui est une branche de la CFDT, en l'occurrence un syndicat, on va en parler, pour les livreurs indépendants qui travaillent sur les plateformes, Uber Eats, Deliveroo, Frishti, on en connaît un paquet. Donc voilà, merci à toi, on va discuter de ça avec toi et aussi avec Leïla Wada, bonsoir, qui est en visio avec nous. Est-ce que tu m'entends, Leïla ? Est-ce que vous m'entendez ? Ouais, on t'entend, ça fait plaisir. Merci Leïla, bienvenue à toi. Leïla, tu es toi aussi livreuse à Mulhouse. En l'occurrence, et tu es représentante des livreurs Deliveroo pour le syndicat Sud, c'est ça ? C'est ça. Eh ben, ça fait plaisir. Merci d'être avec nous, Leïla. C'est super cool de ta part. On voulait vous inviter tous les deux pour discuter de ce sujet assez intéressant, puisque les choses sont en train de bouger. On en parle un petit peu dans l'actu, mais pas suffisamment. Avant ça, Fabien, est-ce que tu peux nous aider à comprendre ce phénomène un peu nouveau dans nos économies, des livreurs à vélo indépendants ? Ça représente combien de personnes ? Ça représente aujourd'hui un peu moins de 80 000 livreurs à vélo sur l'ensemble du territoire français, mais il faut savoir que vous avez pratiquement 50% des livreurs qui exercent sur le territoire francilien. Et la moitié sont en Ile-de-France ? Ouais, en Ile-de-France, et presque 35 à 40% sur Paris intramuros. D'accord, ok. Donc on est aux alentours d'environ 35 à 40 000 livreurs à vélo sur Paris intramuros qui sont au quotidien dans les rues pour pouvoir livrer les plateaux repas que l'on commande. Et j'allais te demander justement, les livraisons, c'est essentiellement de repas, c'est des courses, c'est autre chose, c'est quoi ? Alors ça a vachement évolué puisque au début, quand Deliveroo et d'autres sont arrivés sur le territoire français, c'était 2014-2015 et on ne faisait que de la livraison de repas. Et puis aujourd'hui, en fait, vous pouvez quasiment tout vous faire livrer. Picard, Carrefour, Auchan, des courses, des clopes. Alors après, il y a aussi une certaine livraison qui se fait par des travailleurs salariés. Getir, Flink, etc. C'est du monde salariat. Donc il y a deux secteurs différents, mais Deliveroo et Uber. Maintenant, vous pouvez pratiquement commander ce que vous voulez. Un pack d'eau à 2h du matin, vous pouvez vous le faire livrer sans aucun problème. Leïla, toi, c'est le cas, t'es livreuse, comme je le disais, à Mulhouse. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? 5 ans. Ça fait 5 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir livreuse ? La motivation... En fait, j'aime beaucoup mes clients, la restauration. Ouais. Et je pouvais associer, en fait, mon travail de voir des clients de restauration et en même temps, ma passion, le sport, et être payé pour ce que j'aime. D'accord, ok. Mais c'était un job étudiant ? C'était tu te projetais dedans à plein temps ? C'était quoi ? C'était un boulot d'appoint ? Mais non, moi, je suis pas étudiante, j'ai 32 ans. J'en sais rien. Je suis plus étudiante, ça fait longtemps, moi. D'accord, donc dès le début, dès il y a 5 ans, ouais. Ouais, de base, c'était vraiment pour un complément de revenu, pour être, on va dire, vraiment à l'aise financièrement. Ok, d'accord. Parce que je manquais de rien, mais c'était vraiment un plus qui me faisait plaisir parce que je pouvais associer mon boulot, faire des nouvelles rencontres, découvrir ma ville, parce que je venais d'emménager là-bas, et puis c'était un petit peu tout, quoi. C'était un plaisir au départ, et puis après, c'est devenu une épreuve, quoi. On va en parler justement. Ça ressemble à quoi aujourd'hui, une de tes, je sais pas, journées type ou semaines type ? Combien de temps tu bosses ? Combien ça représente en kilomètres ? Dis-moi un peu. Alors, il faut savoir qu'un livreur à vélo, on fait entre 50 et 100 km par jour.
Ouais, c'est énorme. On bosse, bah oui, parce qu'il y a l'aller du restaurant jusqu'à chez le client, mais il y a le retour aussi. Bah ouais. Donc, on fait des livraisons de 3, 4, 5 kilomètres, mais pour aller chez le client, mais le retour, ça compte aussi. Hein. Ouais. Donc, les meilleures journées, on est déjà monté à 130 kilomètres par jour. Et les plus mauvaises, on doit faire 20-30 kilomètres par jour, tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, en termes de volume horaire, c'est 50 à 100 bornes par jour. Tu les fais en combien de temps? C'est quoi ton shift habituel? Ou alors tu fais sur déjeuner et dîner? Tu fais comment? Bah, moi, en fait, avant, je bossais tout le temps, de 11h à 23h. Ok. Et je restais connecté en continu. Je rentrais chez moi, voilà. En fait, j'adaptais ma vie à mes livraisons. Et en fait, il s'avère que maintenant, on a des grosses heures de trou. Par exemple, entre 14h et 17h, c'est très compliqué d'avoir des livraisons. Ouais. Parce que l'offre et la demande et le nombre de livreurs ne correspondent pas. Donc, du coup, on rentre et en fait, en moyenne, on fait 11h, 14h, 19h, 23h. D'accord, ok. Ok, d'accord, je vois. Ouais, donc c'est quand même 7 hyper jours sur haché 7. comme journée, en fait. Ouais, tu bosses sur des moments. Ouais. Ok, d'accord. En termes de pénibilité, le fait de pédaler, tu parlais de sport tout à l'heure, 50 à 100 bornes par jour, c'est Ouais. beaucoup. Est-ce qu'il y a des critères de fatigue? Est-ce qu'il y a des mises en danger par le code de la route, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des Bien sûr. accidents? Tous les jours. Ouais, Déjà, pénibilité, on a l'usure de notre corps. ouais. Parce que, à force d'être assis sur le vélo, il y en a qui développent des hernies discales, des problèmes de genoux, des problèmes de posture, parce qu'on n'a pas forcément des vélos adaptés à nos besoins, hein, parce qu'il y a des vélos. Enfin, pour le nombre de kilomètres que nous on fait par jour, il faut des vélos de très haute qualité qui coûtent un budget très cher, qu'on n'a pas tous les moyens de se payer. Oui, parce qu'en plus, évidemment, on ne le précise pas, mais c'est vous qui fournissez le vélo. Hein. Bien sûr, on fournit tout notre équipement. Ouais. Et même si on se le fait voler, on se le repaye nous-mêmes. Ouais. Ça fait aussi Non, partie mais je du rigole, métier. mais c'est pas drôle. Mais oui, non, mais oui. Non, mais c'est ça. Les gens, ils se rendent pas forcément compte, mais c'est ça, en fait. Ok. Tu vois, quand tu achètes un vélo 900 balles et que pour faire 900 €, tu dois faire, je sais pas moi, 150 livraisons, parce que tu travailles pas que pour te payer un vélo. Hein. Tu as un loyer à payer, tu as tes Bien factures à payer, tu as tes batteries externes, ton matériel, équipement en fonction des saisons. Tu as plein de choses à payer qui fait que, voilà, pour acheter un vélo. Déjà, il faut savoir qu'un bon vélo électrique qui peut tenir notre rythme, c'est entre 2500 et 5000 €. Hein. Ouais. C'est super cher. Donc, on parle de 2 SMIC. Hein. Et l'entretien, etc., qui doit aussi. Enfin, ouais, non, mais les crevaisons, les chaînes, etc. Les crevaisons, l'entretien, tout ce qui va avec, la sécurité du vélo, les bugs suite aux intempéries, parce que les vélos, ils supportent pas forcément les changements de temps. C'est l'électronique. Hein. Ouais, ok. Est-ce que, alors ça je me rends pas compte, est-ce que vous avez une pression qui vous est mise via les applications sur vous êtes chronométré, vous avez des scores, vous êtes mieux payé, moins payé? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez une pression qui vous est mise pour le temps de livraison? Oui. Alors, on a un temps de livraison qui est déterminé par l'algorithme. Ouais. En fonction de l'heure du client ou laquelle il commande et la distance où il habite, l'algorithme fait une estimation de temps sur laquelle on doit être livré. D'accord. Si il s'avère qu'on a du retard à cause d'un restaurant, l'algorithme il est plutôt clément. Si on a du retard parce qu'un livreur ne pédale pas assez vite ou qu'il prend trop de temps parce qu'il y a ça m'est arrivé moi il y a quelques temps, il y avait un contrôle de police, il y avait personne qui avait le droit de passer, ni vélo, ni piéton, ni rien. On a été bloqué 12 minutes. 12 minutes, ça paraît rien. Mais sauf qu'un client qui attend 12 minutes, c'est énorme. Ouais. Et la plateforme, du coup, ils m'ont téléphoné, ils m'ont demandé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes en retard, machin. D'accord, et donc tu as dû leur expliquer, etc. Et tu reçois des j'ai envoyé un pénalités? message, je leur ai expliqué, Ok, d'accord. En fait, t'es pas pénalisé officiellement, mais tu remarques officieusement que t'es pénalisé parce que t'as moins de commandes. D'accord, ok, il y a un côté algorithme caché sur les commandes. Il y a même des gens qui sont déconnectés. Ah bah oui. Ouais, d'accord. Ok. Fabien, je me tourne vers toi. Il y a une particularité dans ces jobs-là, il y en a même deux, c'est que ce sont des indépendants. Oui. Elle est là la grande nouveauté aussi, c'est quand on parle d'ubérisation, c'est un mot un peu technique qu'on utilise et tout, mais ce sont des indépendants, Oui. c'est des auto-entreprises, des micro-entreprises. Des micro-entreprises, oui. Et en fait, ce qui s'est passé à travers suite au mouvement le Covid a fait exploser en fait ce régime du micro-entrepreneur. Ouais. Faut savoir, Leïla, c'est l'exemple type, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a existé et entré dans le milieu de la livraison
tu disais tout à l'heure 5 ans, 6 ans, c'est ça? 5 ans. Donc, 5 ans, bien avant le Covid. Et donc, c'était les nouveaux jobs qui étaient... moi, j'ai 42 ans. Et donc, je ne fais plus non plus de vélo depuis un petit moment. Mais moi, j'étais caissier à Carrefour. Et en fait, il y a 5-6 ans, pour être nouveau job étudiant, tu pouvais faire ça. Okay. Parce que ça alliait finalement un peu le sport. C'est ce qu'elles disent. Vraiment, son témoignage est vraiment... ça montre bien en fait ce qu'était le métier de la livraison. Et puis pendant la période du Covid, qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? En fait, avec le Covid, tous ces livreurs-là ont arrêté la livraison parce qu'ils se sont protégés, masques, etc. Et en fait, on a vu arriver une catégorie de travailleurs qui étaient des travailleurs sans papier. Notamment issus de l'Afrique noire, qui ont été très peu contrôlés à l'entrée sur les plateformes, notamment Uber Eats et Deliveroo, et qui en fait se sont un peu sacrifiés pour tout le monde, c'est-à-dire pour sauver l'économie de la restauration, parce qu'à cette époque-là, s'il n'y avait plus de livreurs, plus personne ne pouvait manger son super parce qu'il y avait plus de commandes aussi, les gens étaient chez eux. Et il y avait plus de commandes, donc il y avait un phénomène et un contexte économique qui était ultra favorable pour la création de ces micro-entreprises et de développement de cette activité. Puis eux aussi, ils avaient besoin de fric. Et ils avaient besoin de fric. Et puis en fait leur vrai sujet à ces travailleurs-là, c'est que beaucoup travaillaient notamment dans le bâtiment. Ouais. Et le bâtiment, rideau. Oui, c'est vrai, rien. Un an et demi, et donc, il fallait continuer à faire vivre la famille. Et donc, il y a eu cette recrudescence. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, le retour du bâton, c'est que depuis juin 2022, décembre 2022, en fait, il y a eu, suite à la signature d'une charte entre le gouvernement et les plateformes visant à lutter contre le travail illégal, tu as entre 7500 et 8000 livreurs qui ont été déconnectés du jour au lendemain. Qui se sont retrouvés sur le carreau. Et qui se sont retrouvés sur le carreau. Et beaucoup d'entre eux étaient des gens qui étaient complètement insérés dans la société. Et quand je dis complètement insérés dans la société, c'est enfants scolarisés, obtention des attestations de vigilance, c'est-à-dire complètement en règle avec l'URSSAF. Donc, ils payaient leurs cotisations trimestrielles à l'URSSAF. Mais pas de papier. Mais pas de papier. Ou alors des situations administratives cheloues. Il n'y avait pas des titres de séjour, mais pas le droit de travailler. C'est ça. En fait, par exemple, c'est la fameuse carte italienne. C'est une carte qui est délivrée par l'Italie. En fait, beaucoup sont arrivés par Lampedusa en 2018-2019. Et donc, quand tu arrives là-bas, on te donne une carte qui te permet en fait de circuler normalement sur le territoire italien, mais qui ne te permet pas de travailler sur l'espace Schengen. Or, en fait, et c'est écrit noir sur blanc sur la carte. Mais c'est une vraie carte. C'est comme pratiquement la même carte que la carte. Mais tu peux créer ton auto-entreprise. Alors, en fait, l'URSSAF ne contrôlait absolument rien. Ouais. Donc, ils ont créé leur auto-entreprise. Uber Eats n'a absolument pas regardé à l'époque, et Deliveroo a absolument pas regardé ce qui était écrit en italien, qui voulait dire qu'ils ne pouvaient pas travailler sur le territoire. Ça les arrangeait aussi, évidemment, parce qu'ils avaient besoin de livreurs. Il y avait besoin de livreurs. Donc, voilà, c'était tout bénef pour eux. Et puis voilà, réveil de tout le monde, notamment de l'État, qui dit maintenant, il faut qu'on trouve une solution. Enfin, le contexte politique a aussi engendré ça. On sait ce qui a été comme résultat à l'Assemblée nationale. Voilà. Et donc, il y a eu des gages qui ont été donnés par l'État. Et donc, on a aujourd'hui 8000 livreurs qui sont précarisés de la précarisation. Ouais. Parce qu'en fait, ils continuent de travailler, mais au lieu de travailler, et c'est ça qui est complètement dingue, c'est qu'au lieu de travailler légalement comme ils le faisaient avant, en fait, aujourd'hui, ils louent des comptes à des réseaux mafieux qui, en fait, leur louent par semaine entre 150 et 200 euros la possibilité de travailler. Ils utilisent le compte qui a été créé légalement. Ouais, par toi et moi, en fait. Ouais, c'est ça, et qui leur est filé au black, et qui donc ils payent. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, en fait, plutôt que de régler la situation et de dire, ces gars-là qui se sont investis complètement, qu'on a applaudi, ils ont fait partie des travailleurs de seconde ligne qui ont tenu la France. Les restaurateurs étaient ravis de les voir arriver, etc. On les a virés, on leur a dit maintenant la seule solution que vous avez pour travailler, c'est de louer des comptes à des réseaux mafieux pour pouvoir continuer de travailler. D'accord, ok. Et certains d'entre eux ont refusé ça. Et l'aberration de l'aberration, et c'est ce qu'on est en train de dire, notamment auprès du ministère du Travail, c'est que tu as un certain nombre de livreurs qui font le pied de grue en attendant de travailler devant des restos qui ont mis des petites affichettes qui veulent chercher du personnel. Donc en fait, les mecs pourraient travailler, si on les régularisait, on leur permettait d'obtenir notamment un titre de séjour temporaire, ils pourraient travailler dans ce secteur d'activité qui est la restauration, qui manque cruellement de personnel.
Et en fait, on leur dit, bah non, vous pouvez pas travailler, et point barre, et ça s'arrête à ça. Il y a la loi immigration qui va arriver en discussion à l'Assemblée Et nationale. c'est tout le travail ouais. qu'on est en train de mener actuellement sur ce sujet-là. On est au cœur de l'actu, et ce que tu nous disais est quand même assez impressionnant, parce qu'entre l'arrivée de ces plateformes vers 2014-2015, le Covid et aujourd'hui, la présidentielle puis aujourd'hui, en fait, ça a été très rapide, toute cette mutation. Ouais, mais le secteur des travailleurs des plateformes n'a fait que... Enfin, les politiques ont toujours couru après le secteur des plateformes. Enfin, moi, j'ai pris en charge le sujet des VTC en 2012, quand Uber est arrivé sur le territoire. J'ai vécu les premiers conflits, je ne sais pas si vous vous souvenez, taxi VTC à l'époque, où les uns et les autres se tapaient sur la gueule à Porte-Maillot. Et en fait, l'État, lui, il courait après la réglementation, et Uber, il avançait à marche forcée. Et en fait, on se souvient d'un ministre de l'économie célèbre à l'époque qui en avait fait même un argument politique. Plutôt que de tenir les murs et les trottoirs, il valait mieux être chauffeur VTC à l'époque. Ouais, c'est ça, je me souviens, pendant la présidentielle, c'était même devenu une forme d'argument de campagne. Et donc, avant de traverser la rue, on pouvait devenir VTC. Ouais, exactement. Il y a un phénomène intéressant. Toi, avant de parler justement, Leïla, toi, tu en connais des livreurs dans cette situation-là, à Mulhouse, des personnes qui louent des comptes à des réseaux mafieux, des personnes qui sont retrouvées à l'arrache, enfin à la porte du jour au lendemain? Bien sûr. Et aussi, j'aimerais rajouter sur ce que monsieur il a dit. En fait, ce qu'il faut se rendre compte en chiffres, c'est que c'est 57% de la flotte qui a été augmentée suite au Covid. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire 57% en chiffres, c'est énorme. 57% de quoi? Qui est devenu quoi? J'ai pas compris. D'augmentation de livreurs. Ah, d'accord. En fait, sur le terrain, pendant le Covid, nous, on a choisi de travailler ou pas. Moi, je faisais partie des gens qui travaillaient. Je livrais l'armée parce qu'à Mulhouse, dans notre ville, on avait un hôpital de fortune maintenu par l'armée. On s'en souvient, ouais. On a été reconnus par l'État en travaillant en deuxième ligne, mais on travaillait sans masque, sans protection, on prenait des risques pour nos familles, parce qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était le Covid. Ouais, Mulhouse, mais on le faisait début, pour remplir nos frigos. Militaire, ouais, c'est... Ouais. On avait 2 mois et demi d'hôpital militaire. Avec la moitié de la ville, on était confinés. Il faut savoir que pendant le confinement aussi, qu'on soit travailleur légal ou illégal, on a pris des amendes, on a pris des non-respects des restrictions de l'État. On a eu beaucoup de conséquences suite au Covid personnel. Parce que si tu prenais des amendes parce que tu n'avais pas le masque, tu respectais pas la loi. Mais sauf qu'il n'y avait pas de masque à ce moment-là. Oui, c'est vrai en plus. Pour nous, travailleurs légaux, et pour les illégaux, c'était pareil. Pour tout ce qui était protection, si on avait le Covid, on était déconnecté pendant 14 jours. Mais il n'y avait pas d'indemnité forcément parallèle. Ah bah oui, c'était la quarantaine de force déconnectée de l'appli, voilà. Même si tu n'avais plus de symptômes, même si... Ok, d'accord. Exactement, ouais. Putain, c'est dingue. Et après, moi qui suis mère de famille, qui ai 4 gamins, si j'avais un de mes gamins qui s'est arrivé, qui était positif, je ne pouvais pas l'assister à la maison. Donc je devais aller travailler quand même. Parce que dans les paroles, c'était prévu que le gouvernement ait une compensation pour les personnes qui restent à domicile pour leurs enfants. Ouais. Mais pas pour les indépendants. D'accord, ok. Le phénomène de syndicalisation dans un métier comme ça qui est représenté par autant d'indépendants, ça doit pas être facile de créer du collectif pour des travailleurs qui sont aussi éclatés les uns des autres. Parce qu'au fond, à part le lien avec l'application, les éventuels collègues que tu peux croiser devant les restos en train d'attendre les commandes, c'est pas comme une usine. Je veux dire, il n'y a pas d'unité de lieu qui fait qu'on peut se croiser tous les jours au bureau, au boulot. Absolument. Donc du coup... C'est intéressant. Comment vous avez fait? Un travail de fourmi pendant plus d'1 an et demi, en fait, sur le territoire, au départ parisien, parce que quand tu touches les livreurs parisiens, après, tu as déjà touché une grande partie du métier de la livraison. Et puis, tu te promènes dans la rue, tu regardes un peu les spots où les livreurs se posent, et puis tu vas à la rencontre. Et puis, la première fois, tu vois, ma tête, j'avais pas l'air d'un livreur. Et donc, forcément, on me prend plus pour un policier avant d'être un livreur. Et puis, t'expliques, tu montres que collectivement, tu pourras réussir à te battre. Et en fait, on a eu des éléments très concrets tout de suite. Je pense notamment sur Paris, il y a eu un sujet avec une location de Zwift. Je sais pas si vous connaissez, c'est les vélos de locatifs avec la roue avant bleue. Oui, c'est cela. Oui. Eux avaient mis en place, là aussi c'est pareil. Un abonnement livreur? Non, ils avaient mis un abonnement classique. Et puis
avec un engagement de ne pas augmenter la tarification avant 6 mois. Et puis du jour au lendemain, les Hollandais ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils ont multiplié par 2 le prix de la location sans dire quoi que ce soit à qui que ce soit, évidemment. Donc en fait, les livreurs se sont retrouvés confrontés à ça. Et puis ils se sont dit, peut-être qu'en se mettant ensemble, on va trouver une solution, ce qu'on a fait. Et puis ça s'est démocratisé. Mais c'est vrai que l'enjeu du collectif par rapport à l'indépendance, c'est un enjeu considérable parce que aujourd'hui on parle des livreurs à vélo, on peut parler des VTC, mais chez Union Indépendant, on a par exemple des maîtres nageurs qui sont devenus indépendants alors qu'avant c'était des salariés de collectivités territoriales. En fait, la question de l'indépendance aujourd'hui, le basculement, alors c'est pas un mouvement de masse comme on peut l'imaginer parce que nous on le voit au fur et à mesure, mais de petit à petit, on a des secteurs d'activité qu'on n'aurait pas imaginé, enfin les maîtres nageurs quand même, qui étaient des salariés territoriaux et qui aujourd'hui disent finalement les collectivités disent je préfère utiliser un indépendant, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. On pourrait parler c'est pas pour ramener à ma pomme, mais des travailleurs des plateformes que sont aussi les créateurs de contenu. Absolument. Et on a parfois effectivement des trucs assez similaires de ce que vous dites, où l'application avec laquelle on est en lien, qui est notre patron de fait, les décisions sont prises, on ne sait pas où à San Francisco, dans des bureaux, on n'interagit même pas, etc. Non, donc c'est effectivement assez intéressant. Il se trouve que donc dans ce travail de syndicalisation, vous devenez l'interface des pouvoirs publics, vous discutez, tu l'as dit tout à l'heure. Leïla, toi tu es allée au Parlement européen, c'est ça, pour être auditionnée. Comment ça s'est passé? Raconte-moi, comment tu as été invitée? De fil en aiguille. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que livreur, nous on ne se considère pas comme concurrents. Oui, parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui le disait tout à l'heure, tes collègues sont aussi tes concurrents. Et toi tu dis non. En fait, en soi, c'est les plateformes qui ont créé une concurrence. Parce que de base, on devait parrainer nos amis. On avait une prime de parrainage pour donc inviter d'autres personnes à devenir livreurs. Et en fait, après, avec le temps, on a eu certaines flottes de livraison, surtout les nouveaux, qui sont devenus plus ou moins des concurrents. Mais nous, les anciens, en soi, on reste quand même très solidaires. Ok. Bon, c'est déjà sur les grèves, sur les mouvements, sur tout ce qu'il y a. Ouais, parce qu'en fait, on a vu la dégradation arriver. On a vu les conséquences. Et nous, on est français de base, tu vois. Même si on est tous d'origine maghrébine et qu'on est musulmans et qu'on est, tu vois, on connaît les droits de la France, on connaît les avantages, on sait ce que c'est être un salarié ou être un indépendant. Et ce que, malheureusement, certains pays, ils gagnent 1 ou 2 euros par jour. Ouais. Donc, quand ils viennent en France et qu'ils gagnent 3 euros la course, forcément, ils acceptent parce que pour eux, c'est énorme dans leur pays, tu vois. C'est ça qui nous fait de la concurrence déloyale. Mais en soi... En l'occurrence, ça avance du côté européen. C'est là-dessus que je voulais vous entendre aussi tous les deux, parce qu'il y a une directive qui a été votée. Elle prévoit d'imposer aux plateformes une présomption de salariat pour les personnes qui bossent pour elles. C'est quelque chose qui satisfait vos revendications? Ça va dans le bon sens ou il y a un piège Alors oui et non. Explique-nous, Fabien. Pour nous, oui et non, parce que... Alors oui, parce que ça permet d'être l'épée Damoclès au-dessus de la tête des plateformes. Et parce qu'aujourd'hui, on s'est engagé dans un dialogue social qui a démarré depuis le mois de septembre. Si tout va bien, on croise les doigts, on va peut-être réussir à obtenir un salaire minimum pour les livreurs à la fin du mois. On va normalement réussir à inverser la norme de la déconnexion, parce qu'il y a un sujet aussi qui est fondamental pour les livreurs, c'est le sujet de l'accès au travail et de la déconnexion, en fait, de l'impact qu'a le client ou le restaurateur sur l'accès au travail de ce livreur-là. Et donc ça, c'est des choses concrètes. Et puis après, il y a la directive au-dessus. Et en fait, nous, ce qu'on dit aux plateformes aujourd'hui, c'est si vous voulez vraiment pas que ça avance, nous, il n'y a pas de sujet. Dans 2 ans, quand tout sera applicable, parce que la directive, c'est pas demain que ça va se mettre en place, c'est dans 2 ans minimum. Dans 2 ans, tout le monde sera salarié et puis vous n'aurez que ce que vous méritez. C'est-à-dire, puisque vous ne voulez pas discuter, puisque vous ne voulez pas faire avancer les conditions sociales de ces livreurs, vous prendrez de pleine face le salariat. Et ils répondent quoi, les plateformes, quand tu leur dis ça, en l'occurrence? Elles flippent quand même sévère. En ce moment, elles ont quand même... en plus, il y a eu des tribunaux qui ont tranché ils ont pris des jugements, donc, ça commence à leur coûter cher, leur connerie, là, en ce moment. Et c'est vrai que là, en ce moment, elles sont quand même un peu plus à l'écoute qu'elles ne l'étaient. D'accord. C'est d'ailleurs une véritable avancée par rapport à ce que moi j'ai pu par exemple connaître en 2013, 2014, 2015 avec les VTC, où en fait les plateformes n'avaient strictement rien à faire des organisations, qu'elles soient associatives ou syndicales. Elles nous disaient on vous écoute mais on n'a strictement rien à faire. Là maintenant, comme il y a un cadre juridique créé par l'État et qui oblige en fait les plateformes à discuter, à trouver des solutions
pour améliorer les conditions, elles sont un peu emmerdées parce que sinon, l'État va leur taper aussi, à mon avis, sur l'épaule en disant si vous faites rien, ces salariats, retour à la maison est terminé. Quoi. Donc quand la puissance publique se met à bouger, ça fait quand même flipper les plateformes qui se retrouvent contraintes et forcées. Oui, non, mais c'est une forme de bonne nouvelle aussi. C'est une bonne nouvelle. On peut pas. Enfin, voilà. Oui. Mais c'est nous, ce que l'on a pris comme parti pris, c'est de dire il faut régler les conditions, il faut améliorer les conditions de travail et les conditions de rémunération des livreurs maintenant, pas dans 2 ans, par la directive. La directive, c'est très bien, il faut l'utiliser, il faut continuer à l'utiliser, et c'est une bonne chose que l'Europe se soit emparée de ce sujet, du monde du travail des plateformes, parce que là, on parle des livreurs à vélo, mais on peut l'appliquer sur plein d'autres secteurs d'activité. Mais voilà, Leïla, Ahmed, James, Yaya, quand ils ont froid le soir et qu'ils sont payés 2,60 € la course, il faut une action maintenant, il faut une action dans 2 ans, il sera trop tard dans 2 ans. Ok, d'accord. Leïla, dernière question pour toi. C'est quoi l'intégralité des revendications que tu voudrais voir satisfaites en rémunération, statut, sécurité sociale, protection des travailleurs? C'est quoi le statut idéal dans lequel on devrait arriver selon toi pour ce travail? Nous, on aimerait bien déjà que, suite à ce qui s'est passé là, la directive européenne, et on sait très bien que c'est une fourmilière qui va durer encore 5 plombes, mais on aimerait bien qu'on soit fixé sur s'il y a présomption de salariat, donc salariat qui va être mis à jour, qu'on soit remboursé sur nos cotisations chômage, sur nos droits de sécurité sociale. Les femmes, on est une minorité, donc j'en parle très peu, mais le congé maternité, on n'en a pas. Tu vois, c'est un truc... Il y a aussi des femmes qui subissent du harcèlement au travail. Dans notre travail, on n'a même pas le temps d'en parler tellement que c'est une minorité et que tellement que... Tu sais, on va dire on passe au-dessus parce que vas-y, tant pis, on n'a pas le choix, c'est comme ça, on a choisi notre boulot. Mais on aimerait bien une revalorisation des tarifs avec un tarif fixe si on est vraiment indépendant et un tarif fixe que nous, on impose. Pas que eux ils choisissent, c'est nous qui imposons notre tarif et après à revaloir en fonction des conditions météo, des jours fériés, des heures de travail. Parce que quand tu es salarié ou quand tu es indépendant, tu peux demander à surfacturer ton service, qu'il soit de jour ou de nuit, en semaine ou un jour férié, en week-end. Tu vois, donc tout ça, il faut revaloriser tout le tarif complet, avec l'avis des livreurs, bien évidemment. Parce que c'est nous qui bossons. Ouais, bien sûr. Oui. Parce que eux, ils pensent, c'est ce que nous, on veut, tu vois. Parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit voilà, et là, vous seriez vraiment indépendant. Et ce serait effectivement à ce moment-là qu'on pourrait le dire vraiment. En tout cas, il y a une pluie de cœur en soutien à toi, Leïla, dans le chat. Je tenais à te le dire. Je suppose que là, tu vas faire ton shift. Je vois pas le chat. On arrive à la fin. Je suppose que tu vas faire ton shift là. Tu vas aller bosser ce soir. Oui. Courage à toi, Leïla. Voilà, roule bien. Un grand merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup, Leïla, d'avoir été avec nous. Merci à toi. Ciao. Fabien, on le disait, prochaine bataille, la loi immigration, ça fait partie des sujets. Vous avez des interlocutions en ce moment avec le gouvernement? On est en fait sur tous les fronts. La semaine prochaine, on a négociation sur la rémunération minimum et sur l'inversion de la norme de la déconnexion. On est en étroite relation avec le ministère du Travail et très peu avec le ministère de l'Intérieur, mais ça n'étonnera pas grand monde, sur le sujet justement de la régularisation de ces travailleurs indépendants. En fait, ce que nous, on demande aujourd'hui, c'est de dire que il y a la possibilité de régulariser des travailleurs salariés par le travail. Il suffit de fournir un certain nombre de fiches de paye et de monter un dossier qui est quand même très conséquent. Enfin, nous, par exemple, on l'a fait. Moi, je l'ai fait il y a quelques années quand j'étais avec la CFDT. Ce qu'on demande à l'État, c'est de dire les chiffres d'affaires des indépendants, c'est aussi finalement des fiches de paye. C'est pas la même chose, mais c'est aussi une attestation de travail et de gains financiers. Et donc, il suffit juste d'inclure dans le décret que la fiche de paye ou le chiffre d'affaires permettent de constituer un dossier qui permette ensuite d'obtenir une carte de séjour temporaire de travail et ensuite amener à une régularisation autre. Mais ça, pour le coup, on ne va pas se le cacher, aujourd'hui, le contexte politique, l'Assemblée nationale et la droitisation quand même un peu de cette Assemblée nationale ne nous aident pas du tout, quoi. On le voit bien avec notamment le ministère de l'Intérieur qui fait quand même
sourde oreille par rapport au travail. C'est d'ailleurs assez drôle parce que quand on a une relation avec les deux, le travail essaye aussi de pousser pour améliorer c'est ça. les batailles entre ministères. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et à la fin, c'est Borne qui décide dans ces cas-là. Et à la fin, il y a un arbitrage de la Première ministre. Voilà. Et je me rappelle, si je me souviens bien, d'Emmanuel Macron présentant l'ambition de cette loi, disant qu'il y avait la vocation à faciliter la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension. Absolument. Donc il y a aussi une bataille, je suppose. Sur le sujet de est-ce que la livraison de repas est un métier à tension. C'est la fin de ce Before de Backseat. Merci de l'avoir suivi. Merci Fabien. Je vous rappelle que Backseat, c'est une émission qui est financée grâce à vos dons. Si ça vous a plu, si vous trouvez ça utile, n'hésitez pas à vous rendre sur utip.io/Jean Massier pour participer vous aussi au financement de cette émission. Merci beaucoup Fabien, merci Leïla, merci à tous les deux.